Mais il faut faire aussi confiance au peuple sénégalais, qui est un peuple mature, qui sait ce qu'il veut, qui sait également faire la différence. Mais c'est des risques auxquels il faut faire face. Et je pense que chaque fois que nous mettrons en avant les intérêts supérieurs du pays, à travers cette concertation, à travers l'amélioration du cadre qui encadre ces activités, excusez de la répétition, évidemment, je pense que nous pourrons contenir ces risques qui sont des risques réels. Le Sénégal est dans un espace, aujourd'hui, secoué, le Sahel. Les risques sont nombreux, vous l'avez dit, et je vais revenir sur certaines interpellations. Mais nous devons rester optimistes dans cette perspective, puisque nous avons posé le débat qu'il faut au temps qu'il faut. Nous n'avons pas attendu d'être déjà dans les scandales pétroliers pour commencer à réfléchir sur ce qu'il faut faire. Nous avons anticipé. Nous sommes en train de modifier le code pétrolier pour le rendre plus conforme aux intérêts nationaux. J'ai même demandé à l'Union africaine de faire en sorte que l'Afrique toute entière puisse travailler sur un seul et même code pétrolier continental, de façon à éviter que les compagnies aient des préférences ou opposent les pays les uns contre les autres. Si on arrivait à avoir un seul code pétrolier porté par l'Union africaine et qui, à un moment donné, demanderait d'ailleurs la renégociation des contrats pétroliers, mais l'Afrique n'aurait pas besoin de voir ses enfants mourir dans la Méditerranée. Au contraire, c'est eux qui viendront chercher du travail ici. Mais il faut donc que ce travail soit porté par de vrais patriotes, de vrais nationaux, mais dans la cohésion, dans la concertation. Et je pense que c'est ce qui nous anime en ce moment. Le secteur privé, lorsqu'on parle de transformation structurelle, forcément est aux premières loges. Donc notre secteur privé national doit effectivement participer pleinement. Et nous le verrons dans la seconde partie de l'exposé, avec les contingences nationales qui seront imposées aux exploitants parce qu'ils devront intégrer une dimension donc, de contingentement et il sera possible en effet que dans toutes les activités qu'il y ait une présence nationale du secteur privé. Sauf pour la partie revenu, parce que ça, c'est l'État, c'est au nom de toutes les populations. Là aussi, ça doit être clair. C'est-à-dire, demain, le président de la République ne peut pas prendre un privé quelconque pour lui dire, vous rentrez dans le permis. Ça, ce n'est pas possible pour le moment. Parce que les revenus appartiennent au pays. Petrosen appartient à l'État, à 100%. Il n'y a pas un seul privé qui a 1 franc de capital dans Petrosen. Par contre, quand on va faire du raffinage plus tard, quand on va faire la distribution telle que Serigne Mboup l'a dit, on peut développer ces activités. Les services, et Dieu sait qu'il y a énormément de services dans l'activité pétrolière. Beaucoup de services, que ce soit dans la logistique, dans le transport, dans la transformation, donc le raffinage, la distribution, dans le conseil. Et il faut dire que les seules compétences, les compétences ne sont pas que techniques. Il n'y a pas que les ingénieurs. Il nous faut beaucoup d'avocats qui connaissent et interprètent correctement les contrats. Il faut que les États et les administrations s'appuient sur le conseil des avocats pour ne pas se faire avoir. Et parmi cela, les avocats sénégalais auront toute leur part. Mais il faudra aussi une expertise étrangère. Il ne faut pas se voiler la face. C'est la première fois que nous allons affronter un tel environnement. Donc, il nous faut acheter de l'expertise. Il nous faut également des économistes pointus, des fiscalistes, des opérations pétrolières, vous l'avez rappelé, professeur. Il faut une multitude de compétences qu'il faut mettre au service de la nation afin qu'on puisse tirer meilleur profit de ces ressources. L'un des intérêts majeurs
d'une ressource pétrolière, c'est que le pétrole, c'est de l'énergie, que ce soit le pétrole ou le gaz. Donc, le premier objectif, c'est de faire en sorte que l'énergie produite au Sénégal, l'électricité en particulier, soit une électricité moins chère, compétitive pour les ménages, mais surtout pour les entreprises. Et c'est ça. Le jour où nous mettrons 500 mégawatts, 1 gigawatt à partir du gaz, où ce prix pourra être rapporté autour de 25 francs CFA ou 30 francs, je crois, au maximum, le Sénégal va être une destination d'investissement. Parce qu'en ce moment, l'électricité coûtera tellement peu cher que les gens viendront investir pour développer des usines. Et nous aurons aussi toute l'infrastructure de transport, que ce soit les routes, les autoroutes, les ports, les aéroports. Alors c'est ça aussi l'autre facteur que le pétrole peut apporter. Alors c'est pourquoi il me semble que la création de zones économiques spéciales, telles que nous l'avons commencé timidement, mais que nous allons renforcer, devra aider à cette transformation des ressources de notre pays. Tout cela, bien sûr, devra être fait dans un environnement sain, avec comme objectif la poursuite des objectifs du développement durable. À ce niveau, je me plais à souligner, d'ailleurs Mme Ganasek l'a dit, récemment, nous avons tenu ici les journées de développement durable, journée nationale de développement durable, là aussi je vais y revenir, pour dire que ces préoccupations que vous posez sont des préoccupations tout à fait justes, mais pour lesquelles nous avons déjà tracé les sillons pour ne laisser rien au hasard quant à la question de l'environnement et des écosystèmes qui entourent la gestion de ces revenus. Alors, pour ce qui concerne M. El Hadji Ibrahima Ndao, il a beaucoup parlé du contrôle de l'exploitation et de la production, du contrôle par des spécialistes des hydrocarbures et aussi de toute l'expertise maritime des services de la douane, de la marine, etc. Je crois que toutes ces questions sont prises en charge d'abord par le cadre institutionnel qu'on peut améliorer. Le COS-Petrogaz, qui est un comité d'orientation stratégique, d'abord il inclut, outre les institutions constitutionnelles majeures, que sont l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, mais qui regroupe plusieurs ministères. Naturellement, le ministère du pétrole, de l'environnement et des énergies, le ministère de l'économie, des finances, le ministère de l'environnement, le ministère de la pêche, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, ainsi que d'autres ministères sont membres de droit de ce COS-Petrogaz, mais aussi un certain nombre de structures telles que l'APIX, telles que le FONSIS, mais aussi, là, on peut élargir avec l'Agence nationale des activités maritimes pour le volet, n'est-ce pas, maritime. Mais j'ai eu également la demande de la société civile. Jusque-là, elle n'était pas membre du COS-Petrogaz. Je suis tout à fait ouvert à ce qu'on ouvre le COS-Petrogaz au secteur, disons, à la société civile. La seule contrepartie sera l'exigence pour nous tous d'avoir un code d'éthique pour les membres du COS-Petrogaz et pour tous les membres, puisque aussi il y a des questions qu'on ne peut pas toujours mettre, n'est-ce pas, dans la presse, tant que ce n'est pas le moment. Ça, il faut connaître ce code, parce que autrement, on va créer de la confusion dans l'esprit des gens. C'est comme quand on nous dit le Sénégal a perdu des milliards parce qu'on aurait dû prendre des taxes, alors que la loi indique clairement qu'il ne peut y avoir taxe tant qu'il n'y a pas production. Mais on a parlé pour dire que le Sénégal a perdu des milliards, des centaines de milliards. C'est sur un non-sujet. Donc il est important
Il n'y a aucun problème. Je vous ai dit, moi, pour la transparence, je n'ai aucune difficulté pour associer toutes les forces vives de la nation. Même l'Assemblée nationale, s'il le désire, peut voir sa présence en mettant les groupes majorité, opposition, non inscrits. On n'a pas de problème, parce qu'il s'agit du Sénégal. Donc, je suis tout à fait ouvert pour que la société civile soit membre du COS Petrogaz. Et en ce moment, on verra avec elle comment se fera sa représentation. Mais nous pouvons déjà acter ça comme une des conclusions, en tout cas, de cette rencontre d'aujourd'hui. Ensuite, un conseil supérieur, M. Ndao, je ne sais pas, parce que je reviens à ce que j'avais dit. Un pays, c'est quand même des institutions. Il n'y a pas de conseil supérieur sur le pétrole, non, parce qu'il y a un président de la République qui est chef de l'État, qui définit la politique. Il y a un gouvernement qui met en œuvre cette politique. Il y a un parlement qui vote les lois, qui contrôle le travail de l'exécutif. Il y a des structures au sein de l'exécutif qui sont chargées avec une gouvernance ouverte. Et c'est ça, ce qui est nouveau, le Fonds 6. On a dit qu'il faudra repenser sa composition, repenser sa gouvernance. Et c'est là où on mettra peut-être dans cette nouvelle gouvernance, dans ce conseil d'administration, dans les conseils qui vont, le conseil des investissements de ce fonds souverain, il y aura de l'encadrement, parce qu'effectivement, on ne laissera pas des experts s'amuser sur des placements hasardeux, et demain vont nous dire on avait placé, mais on a perdu. Non. Il faudra vraiment que sur la gouvernance de ce fonds et sur les mécanismes qui devront accompagner ce fonds souverain pour les générations futures, qu'il y ait un encadrement extrêmement rapproché. Et d'ailleurs, il ne faudra pas écarter que tous les ans, ce fonds puisse aller devant la commission des finances de l'Assemblée nationale dans un débat ouvert et télévisé pour dire chaque année, voilà ce que nous avions eu et voilà ce que nous avons placé, voilà les produits, de façon claire et transparente. Donc tout cela est en construction. Évidemment, tout ne peut pas être fait en même temps. Pour le moment, l'urgence, c'était, et je tenais à cela, que la loi sur la répartition des revenus soit quand même actée avec les organes qui devront gouverner la gestion des ressources pétrolières et gazières. Mais nous sommes tout à fait ouverts à toutes ces contributions que vous avez évoquées. J'ai bien noté également les propositions sur un compte à la Banque centrale. Je crois que forcément, quand l'argent nous vient des compagnies, il transitera en principe à la BCEAO et elle passera après au Trésor. Mais nous avons dit que toutes les ressources passeront au budget d'abord, seront votées avant d'être dans un fonds souverain ou dans quoi que ce soit. C'est la traçabilité de tous les revenus, c'est ça notre engagement dans l'ITIE, c'est ça aussi la transparence. Mais si on commence à dire, quand on produit, il y a tant de pourcents qui va aller au fond, tant va, mais c'est là où il y a des interstices. Il y a du pétrole qui passera entre les mailles. Mais tous les revenus seront tracés et iront au budget et le budget répartira. Donc ça, c'est la décision, en tout cas, l'orientation que nous avons fait et c'est ça que la loi devra acter. Pour le reste, je pense que nous avons pris note pour les gens de mer, l'environnement marin, l'implication de tous ceux qui interviennent dans le milieu marin, que ce soit les gens du littoral ou les gens de mer. Donc ces propositions ont été actées. M. Adama Cissé également, nous avons pris bonne note sur l'impact environnemental et sur la nécessité d'affecter au moins 1% des revenus pour la protection de l'environnement. C'est donc des propositions qui sont notées. Nous verrons dans quelle mesure cela pourra être mis en œuvre. Vous avez demandé, vous avez dit qu'on n'a pas parlé du gazoduc. C'est vous ou alors c'est quelqu'un d'autre? Oui, c'est bien Adama. Alors je crois que dans l'exposé qui a été fait, dans une partie subsea, on a montré des conduites normalement qui alimentent l'onshore, mais Mamadou Faye peut prendre un micro et répondre sur cette question précise. Je ne veux pas me hasarder sur ces sujets.
Je verrai les contributions qui sont là. Merci, Président. Bon, en ce qui concerne le gisement au nord, effectivement, il y a plusieurs gazoducs qui vont partir des puits qui seront au fond de l'eau vers une plateforme où le gaz sera traité. Maintenant, ce gaz traité est envoyé aussi également par gazoduc vers les unités de liquéfaction. Et à partir des unités de liquéfaction, il y aura le gaz liquéfié sera stocké et déchargé dans des bateaux des métalliers qui seront exportés. Pour les besoins du marché local, il y a du gaz naturel qui sera livré dans le marché local. Alors, quand on fait l'estimation des coûts de la liquéfaction, du transport et tout ce qui entre dans la location des bateaux, pour les distances de moins de 2000 km, le gaz naturel liquéfié, enfin, le gaz naturel est beaucoup moins cher pour le transport que le gaz liquéfié. Parce qu'il y aura toujours des coûts de liquéfaction, d'assurance pour le transport, location de bateaux, déstockage ensuite et regasification. Donc si on fait la somme de toutes ces opérations, le gaz liquéfié transporté à l'intérieur du Sénégal devient beaucoup plus cher que le transport du gaz naturel normal, par gazoduc. Merci. C'est ça qui justifie que SN est plus avantageux pour gaz to power. Oui, alors, donc ça, c'est déjà, on est dans le débat technique, Moumoudou. Parce que là, on est sur les schémas et options d'exploitation. Mais je veux dire, rassurez-vous, toute l'expertise, nos partenaires aussi nous y accompagnent d'ailleurs, comme la Banque mondiale, je dois le souligner. Et il faudra les remercier pour leur accompagnement. Ils ont mis à la disposition du Sénégal déjà une ligne pour pouvoir payer l'expertise dont nous avons besoin de façon libre. Donc ces débats sont justement engagés sur les schémas d'exploitation et de production. Alors il y a également notre ami Serigne Khadimou Rassoul Thiam qui a donné une contribution. Ça, ce sont les contributions écrites. Alors, mais nous disons que tout cela va être exploité par le COS Pétrogaz. Et nous allons aussi essayer de répondre à toutes vos questions, notamment en ce qui concerne le cadastre pétrolier. Mais rassurez-vous, le cadastre pétrolier est très bien tenu. S'il y a un secteur où il n'y a pas d'erreur possible, c'est la définition des blocs, parce que tout cela est fait de façon très, très scientifique, avec les coordonnées géographiques très précises. Donc à ce niveau, il ne peut pas y avoir de chevauchement ou d'erreur possible. Il y a une cartographie géologique, une cartographie des blocs qui est très précise. Donc à ce niveau, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire. Sur ce plan, c'est bien. Pour le reste, vos propositions seront exploitées comme celles des autres qui ont préféré effectivement nous envoyer des contributions telles que l'ASDA, donc qui est une organisation qui a aussi fait sa contribution sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Donc nous avons également M. Adam Si, qui est expert maritime agréé, aussi envoyé une contribution. Et M. Mbakenyan, architecte-chercheur aussi, nous avons noté, et M. Babacar Gaye, mais j'ai peur de confondre les Gaye et les Gaye. Mais on a mis ici Babacar Gaye, MPFC. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Alors, je vais aller très rapidement sur certaines interrogations, puisque le débat se poursuivra dans l'après-midi. Elhadji Momar Ndao a abordé 3 points, notamment la question du contrôle des ressources et la nécessité de réserver la plupart des revenus aux investissements, ainsi que la qualité de ceux qui seront amenés à gérer à la fois ce budget et ces revenus. Je crois que c'est une contribution qui est bien notée.
M. Dambabo aussi nous a parlé du modèle norvégien, du fonds souverain. Je voudrais le rassurer, c'est un fonds souverain connu et il y a une association mondiale des fonds souverains. Il y a également une législation en gestation sur les fonds souverains avec des principes de transparence, tels que le principe de Santiago, qui définit ce qu'il faut pour qu'un fonds soit réellement souverain et pour qu'il soit considéré comme tel. Oh oui, on a fini là. L'Assemblée nationale, je crois qu'on peut vous laisser partir. Voilà, donc ils vont attendre la fin. Voilà. Donc, je disais que le fonds qui va être mis en place pour les générations futures répondra à ces normes de transparence,